Et M. Jolicoeur pour cette leçon d'histoire édifiante. Donc, notre prochain invité est un historien, pour rester dans l'histoire, est un historien spécialiste du 19e siècle québécois, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire traitant de l'insurrection et des patriotes de 1837. Il est aussi un membre du comité du mémorial et son porte-parole. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Gilles Laporte. Merci. Il va sans dire qu'entre un témoignage aussi prenant d'un descendant de Louis Riel et M. Gilles Proulx, pris en sandwich entre les deux, c'est un euphémisme de vous dire que je serai bref. Je me faisais un devoir d'être ici avec vous un matin, heureux de me retrouver en plein cœur, le cœur de Masquinongé bat ici en ce moment. Mon seul but, c'est d'en appeler aussi à votre fierté et de rappeler combien ce processus-là était long. Monsieur le maire en a parlé tantôt. Long, mais serein. Et puis, jamais discontinué. Puis, on est sensible aussi au fait qu'une petite communauté comme Masquinongé ait relevé le défi avec succès. Puis, bravo à la communauté, bravo, monsieur le maire. Indéniable, maintenant, vous avez un monument. Mais un monument, ce n'est pas rien. Et on pourrait dire maintenant, c'est le début d'une nouvelle aventure pour Masquinongé, puis pour Marianne Gaboury et Louis Riel. D'abord, et avant tout, un monument, ça signifie quoi? Un monument, c'est un ancrage dans un lieu. Tout le monde le sait inconsciemment. Quand vous allez à Québec, au pied du monument Champlain, vous vous dites « Champlain était là ». Quand vous allez à Montréal, au pied du monument de Maisonneuve, c'est ici que Montréal fut fondé. Et de la même manière, quand vous allez à Trois-Rivières, au monument de Pierre Boucher ou de La Violette, la même sensation. Qui s'empare de quiconque est en face d'un témoignage du passé. Vous avez un tel témoignage désormais. Le bien nommé parc intergénérationnel tend aussi la perche d'une génération à l'autre, d'une grand-mère à son petit-fils, mais bien sûr par filiation jusqu'à chacun d'entre vous. Cette filiation intergénérationnelle, M. Jolicoeur l'a rappelé, elle est également internationale, au sens où elle relie des frères et des sœurs d'origines diverses autour d'un grand rêve, le rêve de voir la civilisation avancer, progresser et permettre à des gens d'améliorer leur sort partout au Canada, dans le monde, et à commencer par chez nous, autour de Masquinongé. Donc, c'est une aventure qui ne se termine pas. Elle commence. Et il est ironique, justement, que ce soit au mois de novembre que vous lanciez cette aventure. Pourquoi? Parce que vous êtes juste à temps pour préparer des communiqués de presse, pour préparer des brochures, pour préparer des dépliants qui vont rappeler désormais ce récit-là. Parce qu'avec un monument, vous avez un récit à construire. Ce récit-là, désormais, il fait de Masquinongé un des joyaux dans l'écrin qu'on appelle le chemin du roi, et qui va vous donner l'occasion de rappeler cette histoire extraordinaire, celle de la rive nord du lac Saint-Pierre, qui a joué un rôle absolument remarquable dans le développement du nord du Québec, de l'Outaouais, mais également de l'Ouest. Cette histoire-là, le monument vous donne désormais prétexte à la raconter. Tout simplement rappeler qu'à la fin du 17e siècle, alors que le reste de la Nouvelle-France était coincé par des attaques iroquoises, c'est par ici que passaient Radisson et des Groseilliers pour rapailler l'Ouest, par la petite rivière Bayonne jusqu'au grand lac Masquinongé, de là par un lacet de rivières qui passait par la Matahouin, puis la rivière La Lièvre, puis par l'Outaouais. Ce réseau-là, bien connu des Abénaquis et des Algonquins, vos ancêtres ont pu s'en rendre maîtres et permettre de décloisonner la Nouvelle-France à un moment crucial. Le monument Gaboury et Riel rappellera aussi combien la plupart des fondateurs de la nation métisse venaient d'ici. Combien le rôle de Jean-Baptiste Riel et de son fils Louis, qui vécurent sur l'île du Pas, pas très loin d'ici. Le rôle de Trois-Rivières comme lieu d'embarquement pour les voyages dans l'Ouest, construction des fameuses chaloupes et des rabascas. De la même manière, le rôle de Masquinongé et de Louisville. Également des jalons, le camp de base du développement de la rivière Rouge à l'autre bout du Canada. Indéniable. Donc, le prétexte est là. Désormais, vous documenterez ce fait. Désormais, vous raconterez combien la région que vous habitez fut à bien des égards une région pionnière, une région qui a lancé des perches vers d'autres civilisations, vers d'autres contrées. On se doute bien que Jean-Baptiste de la Gimaudière et puis Marianne Gaboury n'avaient pas précisément ce grand rêve-là quand ils sont partis. Là. Leurs ambitions étaient sans doute beaucoup plus modestes. Trouver un gagne-pain, nourrir leurs enfants. Il demeure une chose, un fait indéniable. C'est que quand ils sont partis, sans doute rêvaient-ils de fonder une nation française.
qu'ils ont réussi, à bien des égards, à relever des défis, à installer des communautés prospères dans l'Ouest, à créer un monde nouveau pour leurs enfants et leurs descendants. Cette nation est-elle demeurée française aujourd'hui? Peut-être aurait-il raison de se chagriner de ce qui est devenu leur grand rêve francophone dans l'Ouest. Mais qu'à cela ne tienne, désormais, Masquinongé a un monument. Et ce monument rappellera, pour les générations futures, que le peuple métis, le fait français en Amérique, cette fameuse francophonie canadienne dont on a parlé récemment, ce rêve français d'Amérique, un de ses jalons se trouve à Masquinongé. Et que ça rappellera que le foyer, la mère patrie de ce qu'on appelle l'Amérique française, ben c'est le Québec. C'est ici qu'est née l'Amérique française. Et c'est d'ici que sont partis ses pionniers. Merci et bravo. Merci beaucoup, Monsieur Laporte, d'avoir piqué notre curiosité sur notre histoire. Alors, notre prochaine personnalité est bien connue du monde de la radio et de la télévision, communicateur hors pair. Il est un passionné d'histoire et de voyage. Mesdames et messieurs, accueillons Monsieur Gilles Proulx. En soulevant une vailloche, un garçon, elle l'a trouvé au Margot Fring. Prends garde à ton, tu. Quel beau bain de culture dans lequel je viens de me tremper avec ces témoignages. Et je salue moi aussi la famille Gaboury et Louis Riel et les Riel. Bienvenue dans ce patelin qui est le vôtre, cet enracinement. Vous pouvez en avoir un double enracinement grâce à une semaille dans l'Ouest, mais il faut rappeler que l'origine de votre arbre est partie d'ici, que vous avez joué un rôle important dans l'évolution du régime français avec ses difficultés. Et mon ami Gilles, par son exposé, est venu dire au Bureau du tourisme local, voulez-vous élaborer des brochures pour les touristes qui vont passer à savoir qu'est-ce qu'il y a à voir à Masquinongé? Il y a un beau monument et derrière tout ça, toute une histoire importante, beaucoup trop ignorée. Et notre histoire, elle est ignorée parce que nous ne l'enseignons pas, surtout avec la sortie du dernier gouvernement qui, à 2 reprises, a flanqué au panier un projet d'enseignement de l'histoire. C'est un sacrilège. Nous connaissons si peu notre histoire qu'on en est rendu un peuple qui se déteste. On saillit les Québécois. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. On a beau nommer des noms, on ne connaît pas l'héroïsme, l'effort, les sacrifices de ceux qui nous ont précédés et qui font qu'on est encore en vie, mais qu'on risque de mourir si nous n'avons pas cette culture historique combien importante dans la collectivité du Québec. Vous savez, ça aura pris 200 ans, puisqu'on parle de culture aussi amérindienne, et c'est mixage, ça aura pris 200 ans, la plus grande armée au monde, à nous battre. En 1760, devant l'hôtel de ville, au château Ramsay, où Lévis brûle ses drapeaux. Comment ça se fait que ça prend tant de temps avec si peu de monde, alors qu'on avait affaire à 1,5 million de militaires modernes? C'était dû tout simplement à nos traités, notre amitié avec toutes les nations amérindiennes, sauf les Iroquois, pour des raisons géographiques, se trouvaient justement entre les bras des Anglais. Il y avait du commerce et un monopole dans l'enjeu de tout ça aussi. Mais bref, nous sommes donc amis avec toutes les nations. Et quand je vois ces stentors, ces ignorants, ces animateurs de radio ou de télé, ces grands stentors de la fausse connaissance, on leur a volé le pays. Nous n'avons pas volé le pays à nos amis amérindiens. On a été invités, c'est Champlain qui est invité, à partager le pays. Et avec lequel pays et quelle nation qui nous accueille, à la condition de faire des alliances. Et nous allons en réussir. Nous avons donc tenu tout ce temps-là grâce à nos alliances avec tous les amis amérindiens que nous ne connaissons pas assez parce que l'histoire s'est chargée d'effacer ce rôle que nous ne connaissons pas. Et ce qui va suivre avec les autres générations, c'est-à-dire le métissage. Alors, on le sait, 1760, Amherst arrive à Montréal, Lévis brûle ses drapeaux, casse son épée,
Et puis là, il exige aux élites de foutre le camp en France. Les commerçants, les arpenteurs, les ingénieurs, tout ce qu'on pouvait avoir. Et évidemment, là-dedans, il exige aussi des jésuites de partir. Pourquoi les jésuites? Parce qu'ils étaient un peu au-dessus de la moyenne en termes d'instruction. Parce qu'ils avaient été des missionnaires. Ils sont arrivés tout de suite après les Récollets. Et puis ont précédé... ils sont arrivés tout de suite... Oui, ils ont précédé les Sulpiciens. Alors, ils ont connu ces tribus, ils ont pénétré, plusieurs d'entre eux, connaissant leur culture et leur langue, vont donc créer une méfiance face au pouvoir britannique qui ne veut pas les voir ici, c'est des objecteurs de conscience, qui pourraient être dangereux dans la reprise des hostilités avec les fils de la Nouvelle-France face à cette armée britannique qui a dû rentrer ses effectifs en Angleterre, diminuer ses effectifs, elle était donc devenue vulnérable. Alors, on va donc nous écarter, nous éloigner et encercler le Bas-Canada du temps ou la Nouvelle-France du temps pour tranquillement nous isoler de nos amis amérindiens avec lesquels nous n'avons pas beaucoup parlé à travers les siècles et les décennies. Et la preuve que nous n'avons pas de passé génocidaire, nous ne sommes pas des Écossais, des Hispanos, nous ne sommes pas des Cortés. On est arrivé ici, il fallait faire des alliances, on n'était pas assez nombreux. Premièrement, pour jouer au pharaon. C'est que 12 ans après la mort de Montcalm, il y a un gars qui aime Montcalm, qui était ami avec Montcalm. Il portait encore la veste du marquis de Montcalm, à Fierté, on est dans le secteur du Niagara, de Détroit. Il s'appelle Pontiac. Il met sur pied une armée de 50 000 hommes. Il nous tend la main et nous ne répondons pas. Ça a été tragique parce que nous n'avions plus d'élite et de gens pour nous enrégimenter et nous faire en sorte qu'on embarque avec eux une armée de 50 000 hommes. Il est sûr que nous aurions pu sortir. Et son projet, ce Pontiac, parce qu'il disait qu'on était mieux traité avec les Français qu'avec les Anglais. Avec les Anglais, le dimanche, on arrivait au fort, on ouvrait les portes, on échangeait nos objets, ils nous donnaient des couteaux, des peignes, etc. Et ils fermaient les portes, ne se mêlaient pas. Les nôtres étaient obligés de se mêler, vu qu'on n'était pas un grand nombre, d'apprendre leurs us et coutumes. On l'a prouvé durant la guerre de 7 ans, 1756 à 60, grâce aux victoires, par exemple, Montcalm à Ticonderoga, 3 000 contre 15 000, pensez-y quand même, grâce aux techniques que les Amérindiens, nos gens d'ici, ont inculquées aux nôtres en termes de bagarre. Ce que nous avons perdu comme témérité, comme bagarreurs, tout ça s'est effacé et personne ne le sait. Alors, il y avait donc comme projet de créer un État franco-indien. Et le temps passe, comme vous le savez, puis arrivent les patriotes, puis 1840. Et voilà que Monseigneur Bourges, qui éteint la lumière, c'est un régime d'éteignoir, l'ultramontisme maximum, on condamne tous ceux qui osent parler de démocratie ou de république. Il joue quand même un tour aux Anglais, il ramène les jésuites, qui vont implanter des collèges de haut savoir, des collèges classiques, qui, avec le temps, vont créer des élites qui, de décennie en décennie, vont finir par s'affirmer. On se sert de l'arme du verbe, comme on pourra se servir de l'arme tout court, de l'arme du verbe pour essayer d'évoluer dans le temps vers des gains constitutionnels. Et notre ami Louis Riel, qui, lui, est ce patriote extraordinaire, puis qui soulève également une petite armée, puis qui est le fondateur d'une nation et en même temps d'une province, avec le mépris de MacDonald et le silence de Sir Georges-Étienne Cartier, un gars qui a été acheté par son titre de sire, qui enlève le S à son prénom Georges, ne défend pas Louis Riel. Et Louis Riel, tout ce qu'il a comme force après sa mort, c'est de transposer l'amitié des Québécois à 50 000 personnes sur le terrain de l'Hôtel de Ville au Champ de Mars pour rappeler à des gens qui vont émerger, c'est-à-dire Honoré Mercier. Oui, il y a Sir Wilfrid Laurier qui va être un tendre, puis aussi un neutre, puis un hésitant, pris en deux feux tout le temps. Mais Mercier va amorcer donc une période de revendication identitaire, de revendication constitutionnelle, et ça va se transposer avec nombre de premiers ministres du début de la Confédération à nos jours jusqu'à la Révolution tranquille. Et depuis 2004, nous sommes entrés dans un nouveau régime de lumière éteinte. Nous n'enseignons pas l'histoire parce qu'on pourrait cultiver le fanatisme de dire c'est
êtres absolument abjects que sont nos élites qui ne sont pas des élites véritables, qui sont en train de nous apprendre à nous détester. On saillit, Québécois. On se dénigre constamment. Personne ne peut sortir le nez de l'eau parce que c'est un pas bon, il a fait ci, il a fait ça, il a fait là. On n'est plus capable de vanter la gloire, la compétence, la réussite collective des Québécois. On est encore là quand même et on a des succès. Quand j'entends Pierre Arcan du Parti libéral qui est en train de se définir, à savoir si on va devenir nationaliste, ils ne seront jamais nationalistes. Ils ont renié tout ce que Jean Lesage leur avait donné avec un nationalisme un peu plus offensif. Nous, on va pratiquer un nationalisme économique. Ah oui, avec Saint-Hubert, avec Bombardier, l'argent perdu comme dans un panier percé, avec Rona, avec quoi d'autre? C'est ça le nationalisme économique qu'on va créer, nous, les libéraux, et non pas un nationalisme identitaire. De là, cette réunion ici, chers amis, vous avez des députés, des gens placés dans les lieux à Québec, et notamment faire pression pour que le parti qui est là, qui va se déculotter d'ici quelques semaines, si ça continue comme ça, à ne pas parler davantage, à dire ce qu'il avait dit durant la campagne, c'est-à-dire la réintroduction de l'enseignement de l'histoire pour qu'on apprenne justement qui est Louis Riel et compagnie. Merci infiniment, M. Proulx. Alors, il me fait plaisir d'accueillir maintenant une personnalité bien connue du monde municipal, le préfet de la MRC de Maskinongé et maire de Saint-Léon-le-Grand, M. Robert Lalonde. Quoi dire après? On sent là, que les mots sont sincères. Donc, je vais essayer, pas de compétitionner, ni de faire mieux, mais au moins d'essayer de faire quelque chose. Donc, juste au départ, j'aimerais saluer la famille Riel, la famille Gaboury. Je voudrais aussi saluer M. Jolicoeur, M. Laporte, historien aussi. J'aurais aimé ça passer en avant. M. Proulx, naturellement. Donc, M. Allaire, notre nouveau député de la CAQ pour la circonscription de Maskinongé. Mme Rouleau, qui est représentante de Route-Hélène. M. le maire, mon ami Roger. On allait dire Claude, mais c'est Roger Michaud. Donc, au nom du conseil de la MRC de Maskinongé, je suis heureux, mais surtout très fier d'être ici aujourd'hui, au dévoilement des bustes de Louis Riel et de sa grand-mère, Marianne Gaboury. La MRC de Maskinongé, par son programme de soutien aux projets structurants, a subventionné la municipalité de Maskinongé d'un montant de 46 381 $ pour l'aménagement du parc intergénérationnel qui sera au centre des pôles d'activité qui inclut les bus de nos célébrités. Donc, nous savons tous et toutes, habitants de la MRC, que des gens d'exception chez nous, il en pousse. Il suffit de penser à nos entrepreneurs, nos agriculteurs, nos producteurs, ou encore si on pense à nos artistes et artisans, nos enseignants, bref, notre communauté est garnie de gens d'exception. Mais cela ne date pas d'hier. Et certains font maintenant partie de l'histoire du Québec et même des États-Unis, de l'histoire avec un grand H. On peut penser, par exemple, à M. François-Xavier Aubry de Saint-Justin, qui est la paroisse au nord de Maskinongé, donc dans le même patelin, dont les exploits et la rapidité de ses exploits et de ses courses n'a plus de secret au Far West américain. Il partait de... blanc de mémoire. Non, il parlait de... pas de Baltimore, de Missouri, la capitale... Saint-Louis, partait de Saint-Louis. Et Saint-Louis, dans le temps, était presque toute francophone.
Il partait de Saint-Louis, allait jusqu'à El Paso, au Texas, et il aurait battu des records de rapidité, ce qui a fait sa légende. Il est mort dans les salauds. Donc, c'est pas... Ça résume un peu. Mais avant de parler de nos héros, j'aimerais vous faire une petite récapitulation, parce qu'il y a plusieurs gens ici qui ne proviennent pas de la MRC de Masquinongé. Je voudrais vous dire que même si souvent la MRC passe sous le radar, nous sommes très, très agressifs au niveau touristique, manufacturier et agricole. La MRC de Masquinongé est la plus grosse MRC de la Mauricie pour l'agriculture. 50% de l'agriculture de toute la Mauricie est ici, dans Masquinongé. Le mot Masquinongé. Masquinongé est nommé à outrance, mais pour la bonne chose. Que géographiquement, Masquinongé est un lac, est une rivière, est une municipalité, est une MRC, est une circonscription provinciale et fédérale dans Berthier-Masquinongé. Donc, vous ne pouvez pas en nommer plus pour Masquinongé, il est tout là. Donc, c'est probablement la seule qui a tous ces titres-là. Donc, je voudrais aussi vous parler un peu de tourisme. Seigneur tout honneur, dans Masquinongé, vous avez Masquinongé, puis c'est un point d'intérêt important. Vous avez un ancien magasin général, mais authentique. Et ce magasin général, il est, en plus d'être le rendez-vous des gens qui sont curieux de voir les objets qui sont en vente à l'intérieur, est aussi une plateforme pour nos artistes, parce qu'il est connu et renommé pour sa convivialité lors pas de concerts, mais les gens qui viennent donner des spectacles. Merci, Roger. Mais en plus, là, on a dans Masquinongé, et les noms que je vais vous nommer, vous allez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous allez réaliser que vous les avez entendus, soit à la télévision, à la radio ou autre. La pourvoirie du Lac-Blanc, qui est à Saint-Alexis-des-Monts. Et lorsque l'hiver arrive, donc bientôt, 90% de ses clients sont à l'international. Vous avez le lac Sakakomi, son hôtel, et sa renommée. Vous avez aussi, toujours à Saint-Alexis, le lac à l'Eau-Claire avec ses infrastructures pour héberger les plus exigeants clients. C'est renommé également. Vous avez à Saint-Paulin la magnifique et incontournable auberge Le Baluchon, que tout le monde devrait connaître. Donc, c'est tous des éléments. Si vous venez faire un tour dans Masquinongé, on va vous garder plus longtemps. Vous voyez l'éventail. Nous avons pour chaque municipalité, parce que nous en avons 17, un ou plusieurs éléments d'intérêt. La MRC n'est pas seulement autour de la 138, chemin du Roi, et du lac Saint-Pierre. C'est aussi le centre et le nord, entre autres choses, le village des lutins de Fred Pellerin. Donc, qui ne connaît pas Fred Pellerin? Bien, c'est dans la MRC de Masquinongé. Rien ne se perd, tout se crée. À Saint-Sévère. Saint-Sévère, ça a 300, s'il y a quelqu'un qui est venu au monde dernièrement, fait 301. Mais Saint-Sévère, où deux magnifiques entrepreneuses ont bâti une belle entreprise qui rayonne partout à l'extérieur du Québec. On a tout pour vous garder plus d'une journée dans la région. Même à Saint-Sévère, il y a pas une distillerie, un vignoble. Il y a de la misère, un vignoble. Et ce vignoble-là, personne ne croyait qu'il pouvait se réaliser à Saint-Angèle-de-Prémont. Vous avez un autre vignoble. Donc, on est là, on peut vous aider, on peut vous encadrer à l'intérieur d'une visite touristique.
Donc, je vais continuer. Nous revenons à nos zéros du jour. Chanceux, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou que donc je vais pouvoir vous les dire. Les autres, ça va être de la répétition. Donc, en 1780, la municipalité de Maskinongé a vu naître Marianne Gaboury. On connaît bien sûr Dame Gaboury pour avoir mis au monde 8 enfants, dont Julie, qui s'est mariée avec Louis Riel, père. Mais bien avant de devenir mère ou grand-mère, Marianne était déjà à elle seule une légende. Saviez-vous qu'on la surnommait affectueusement la marraine des prairies et qu'elle a été la toute première femme francophone dans l'Ouest canadien, on l'avait mentionné, plus précisément en Alberta. Elle a également aidé la colonie à s'installer à l'endroit qui deviendra plus tard le Manitoba. Elle a donc été une pionnière et défendresse de la langue française hors Québec au début du 19e siècle. Marianne était reconnue de tous pour son courage et sa détermination. Elle était toujours là pour les autres. La présentation de son petit-fils Louis Riel n'est plus à refaire, abondamment nommé dans les cours d'histoire, les livres d'histoire et même au cinéma. Nous connaissons bien celui qu'on surnommait le patriote rebelle. Mais juste pour être sûr que notre mémoire est à niveau, parce que pour certains d'entre nous, les bancs d'école sont loin, Louis Riel est né de 11 enfants, est né dans la colonie de la Rivière-Rouge, qu'on a nommé tantôt, en 1844. Fils d'un leader métis et de la fille de Marianne Gaboury, il est à son tour devenu le grand défendeur des Métis au Canada. À force de persuasion, de travail acharné et de pression, le Canada est obligé de reconnaître un statut particulier pour la nouvelle province qu'est le Manitoba. Grâce à ses talents de négociateur, jamais les Premières Nations d'Amérique s'étaient vues reconnaître un tel statut. N'étant pas à un paradoxe près, Riel se fait élire député fédéral tout en étant un fugitif et recherché. Sa tête était mise à prix, comme on le disait à l'époque, et ce pour la grosse somme de 5 000 $. 5 000 $ dans les années de fin 1800, c'est de l'argent. Pour montrer tout le toupette et l'audace du personnage, l'histoire mentionne qu'il s'est présenté incognito à Ottawa, même en étant l'homme le plus recherché du pays, et a signé tout bonnement son accréditation de député. Ça prend du caractère. Le 16 novembre 1885, il aura moins de chance et sera pendu à Regina, en Saskatchewan. C'est donc cette image de martyr que nous avons gardée dans notre mémoire collective, mais il ne faudra pas oublier qu'il a réussi à fonder un gouvernement provisoire et à négocier un accord de taille face à un adversaire redoutable. Il fut sans contredit l'une des plus grands stratèges de tous les temps. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre histoire, soyons fiers de nos concitoyens de notre époque, soyons fiers de nous. Ça rapproche un peu, monsieur. Mais je n'ai pas la voix comme monsieur Proulx. Et pour revenir dans le moment présent, si vos achats des fêtes ne sont pas complétés, pensez à nos producteurs, entrepreneurs, artisans et artisanes. Pensez achat local. Merci. Merci beaucoup, M. Lalonde. Alors, on va continuer avec... On a l'honneur de recevoir pour cette occasion le nouveau député de Maskinongé, M. Simon Allaire de la CAQ. M. Allaire, je vous cède la parole. Alors, bonjour à tous, chers distingués invités, considérez-vous tous et toutes chaleureusement salués. Là, je vous le dis tout de suite, là, je ne partirai pas dans une allocution historique. Je pense que les gens l'ont très bien fait. D'ailleurs, j'ai eu une leçon d'histoire en pleine face, comme on dit aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas assez de cours d'histoire avec des gens aussi passionnés dans nos écoles. Je m'en ferai le devoir
de défendre cet élément-là à l'Assemblée nationale parce que j'y crois, parce qu'aujourd'hui, ça m'a fait du bien d'avoir ces cours d'histoire 101-là, je vais dire comme ça. Rapidement, je pense qu'on a hâte déjà d'aller couper le magnifique ruban à l'extérieur pour inaugurer ce super parc intergénérationnel-là. Qui a travaillé, là, levez la main dans la salle, qui a travaillé de près ou de loin à la réalisation de ce si beau projet? Levez la main, s'il vous plaît. Wow! Je prends le temps de vous dire merci à tous et chacun, sincèrement, du fond du cœur, je vous remercie. Et elle n'est pas ici à côté de moi, mais je prends le temps aussi de vous dire que Mme Marguerite Blais, la nouvelle ministre des Aînés et des Proches aidants, m'a envoyé un message personnel ce matin et elle voulait vous remercier. Merci de votre temps bénévole, merci de l'énergie que vous avez mis, de la mobilisation que vous avez aussi créée au sein même de votre communauté de Masquinongé. C'est super important pour nous, comme gouvernement, de voir ce dynamisme-là que vous avez dans votre communauté, là. Merci, sincèrement. Donc, vous avez reçu 100 000 du ministère. Donc, comme j'ai pu voir tantôt, puis vous allez tous pouvoir le voir également, je pense que vous l'avez utilisé à bon escient. Je termine rapidement en vous disant qu'en 2011-2012, j'étais directeur général du CLD, Centre local de développement à l'époque, et j'avais engagé dans mon équipe 2 ressources, qui est Mme Catherine Poisson et Mme Dorothée Leblanc, pour faire en sorte de créer la fameuse politique famille aînée. Dans cette politique-là, au final, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, ce soit des actions qui soient mises en place, qui soient concrètes et concluantes. On veut les voir se réaliser. On ne veut pas faire un autre fameux rapport qui va être tabletté. Alors aujourd'hui, là, je suis hyper heureux de constater que des actions qui étaient dans ce plan-là se réalisent. Ça, aujourd'hui, c'en est un super de bel exemple. Donc, ensemble, vous, la communauté de Masquinongé, vous avez dit, nous, ça nous prend ça dans notre communauté, un parc intergénérationnel, et maintenant, vous l'avez. Bravo. Alors, encore une fois, je veux juste vous dire que je vais prendre le temps de venir avec ma propre famille pour un peu éduquer ma fille et mon garçon sur l'histoire du Québec qui est tellement importante. Merci. Merci, M. Allaire. Alors, avant de procéder à la coupure du ruban, parce qu'on va aller à l'extérieur pour ça, j'aimerais inviter le vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, M. Roger Kempt, on a le plaisir de l'écouter. Il va nous interpréter une chanson composée par Alexandre Béliard qui s'intitule, à bien nommer, Marianne Gaboury. Bonjour tout le monde. Juste pour vous dire à M. Lalonde, vous viendrez nous voir, je suis en spectacle avec mon conteur. On raconte l'histoire, nous, en chansons et en contes. On va être à Saint-Élie-de-Caxton, au Lutin Marmiton, du 14 décembre au 31 décembre. Attends un peu que je me souvienne. Quelle vie d'aventure fut la mienne. À 95 ans bientôt, j'en ai bu tellement, presque trop. Avec mon beau Jean-Baptiste, doux sur les pistes où tu vas, j'irai où tu vas. Moi j'irai où tu vas. J'irai où tu vas. Moi j'irai de Masquinongé jusqu'à Pembina. Dans nos sillages possibles trépas, jusque dans les pays d'en haut. Partager mille écueils sous les canaux, aux côtés
de mon mari et parti pour la vie. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, moi j'irai. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, moi j'irai. Première à faire la traite dans les plaines. J'ai appris coutumes et langues amérindiennes. Sauteux d'aînés, sioux, cri ou mandant. Les pieds noirs, toujours un peu inquiétants. Les fourrures et le pain mi-camp. Puis l'amour en coup de vent. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, moi j'irai. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, moi j'irai. J'aurai enfanté à la belle étoile. Après de longues heures passées à cheval, au milieu de nulle part et en plein champ, j'ai offert aux prairies 9 beaux enfants. Et mon petit-fils Louis Riel, qui prit les métis sous son aile. Hey, 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 tout le monde. Hey, 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 hey. Et voilà aujourd'hui, ma vie s'achève. Un dernier voyage qui m'entraîne. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, moi j'irai. Tout le monde. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, moi j'irai. Un gros bravo, M. Kem, c'était très bon. Donc, on va passer à la cérémonie de coupure du ruban. Ça va de la façon qu'on va procéder, bon, on va s'habiller, puis on va sortir. Il va y avoir 3 séries de photos avec différents officiels. Et aussi, on m'a fait remarquer tout à l'heure la présence, parce que justement, ça s'appelle le parc intergénérationnel. Donc, on m'a fait remarquer la présence de quelques jeunes personnes ici. Donc, je voudrais souligner la présence de personnes qui sont plus jeunes, qui sont parmi nous. OK? Donc, c'était juste une chose importante à souligner. Donc, on va faire les photos, on va couper le ruban, on va faire 3 différentes sessions de photos et on va revenir ensuite à l'intérieur pour un vin et fromage. Donc, dans le premier temps, on va inviter M. Allaire, M. Lalonde, M. Michaud, Mme Groslot ainsi que M. Roy à prendre une photo à l'extérieur en coupant le ruban. OK? Et ensuite, on continuera. Je vais vous l'annoncer à ce moment-là. Je vous remercie. Une horde ambitieuse, en mal de nouvelles terres, débarque chez les métis, comme s'il n'existait guère. D'un océan à l'autre, chemin de fer à tout prix. Les millionnaires du rail se sont offerts